Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes samedi 10 mars 2018, vous êtes sur la chaîne qui rassemble, bienvenue, voici les titres de ce 13h. La 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan s'est ouverte ce matin par une grande cérémonie qui a eu lieu au Palais de la Culture à Treichville en présence de la grande chancelière de l'Ordre national. Un marché qui accueillera des artistes et créateurs venus du monde entier. Le vice-président de la République, lui, représente le chef de l'État en Inde. Daniel Kablan-Duncan prendra part au premier sommet de l'Alliance solaire internationale qui s'ouvre demain. Entre autres objectifs, ce sommet vise la réduction très considérable des coûts de l'énergie solaire. Kandia Camara était récemment au Zimbabwe où elle a pris part à la 3e journée africaine de l'alimentation scolaire. Une journée qui vise à marquer l'engagement des pays africains dans la promotion des programmes d'alimentation scolaire à base de mets locaux. La 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan s'est ouverte ce matin au Palais de la Culture de Treichville en présence de la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté. Les professionnels du spectacle se retrouvent au marché des arts du spectacle d'Abidjan qui accueillera des artistes et créateurs venus du monde entier. Cette édition qui coïncide avec la célébration des 25 années d'existence de ce grand marché artistique international fera une part belle aux femmes dont la célébration de leurs droits a eu lieu le 8 mars dernier. Le reportage de Serge Coléa dans nos prochains journaux. Mais avant, je vous propose d'écouter le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. À cette 10e édition du Massa, nous sommes heureux et fiers d'accueillir des participants venus du monde entier. Et c'est pour cela que la dénomination du Massa, en respectant son sigle, devient marché du spectacle d'Abidjan, faisant d'Abidjan un hub culturel et une capitale mondiale de la culture pendant une semaine. Que dire de cette 10e édition, sinon qu'elle est la confirmation de l'engagement du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, mais un pays émergent ayant pour pilier et pour force de lance la culture. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara, sous sa gouvernance, œuvre pour repositionner la Côte d'Ivoire dans tous les secteurs et dans le secteur de la culture. Sous la houlette du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui parmi les 4 plus grands pays d'Afrique promoteurs de la culture. Oui, cela est un exploit et c'est pour cela que nous voulons rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, et d'une autre reconnaissance à Monsieur le Premier ministre. C'était donc un extrait de l'intervention du ministre Maurice Kwaku Bandama tout à l'heure à l'ouverture du Massa 2018. Le vice-président de la République, lui, n'a pas pris part à cette cérémonie d'ouverture du Massa et pour cause, Daniel Kablan-Duncan représente le chef de l'État en Inde au premier sommet de l'Alliance solaire internationale qui s'ouvre demain. Entre autres objectifs, ce sommet vise la réduction très considérable des coûts de l'énergie solaire. Jérôme Kofi Abolin, notre envoyé spécial à New Delhi. New Delhi s'active à accueillir plusieurs chefs d'État et de gouvernement et pour cause la tenue du sommet de l'Alliance solaire internationale à partir du 11 mars en cette année 2018. La délégation ivoirienne sera conduite par le vice-président Daniel Kablan-Duncan en sa qualité de représentant du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ce sommet, le premier du genre, se fixe pour objectif de réduire massivement les coûts de l'énergie solaire, répondre à la forte demande énergétique dans les pays en développement et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Pour y parvenir, l'alliance initiée par la France et l'Inde lors de la conférence de Paris pour le climat en décembre 2015 a bien son idée, celle qui consiste à mettre en œuvre des instruments financiers permettant de mobiliser plus de 1 000 milliards de dollars d'investissement en énergie solaire d'ici à l'an 2030.
Et ici en Côte d'Ivoire, un centre opérationnel de la Marine nationale vient d'ouvrir à San Pedro. Il va accroître la sûreté et la sécurité maritime dans la zone. Fruit d'un protocole d'accord signé sous l'égide du secrétaire du comité interministériel de l'action de l'État en mer, l'installation de ce centre a bénéficié de l'appui des États-Unis d'Amérique. Abou Sanogo. La Marine nationale a désormais un centre opérationnel à San Pedro, fruit d'un protocole d'accord avec le port de San Pedro. Ce centre opérationnel aura pour rôle l'identification des navires frauduleux, la communication opérationnelle avec toutes les entités de renseignement naval et mieux sécuriser la destination ivoirienne. Il a été entièrement équipé par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Situé dans les locaux du port de San Pedro, il vient accroître la sûreté et la sécurité maritime dans cette zone. Construire et équiper un nouveau centre d'opération est facile. L'exploiter efficacement est plus difficile, beaucoup plus difficile. Pour être vraiment efficace dans la réponse aux menaces maritimes, vous devriez travailler avec plusieurs agences. Vous devriez également collaborer au-delà des frontières nationales avec vos collègues des autres centres d'opération maritime. Le contre-amiral Jakari Diakonaté a salué les efforts du gouvernement américain aux côtés de la Marine nationale ivoirienne. Je voudrais vous exprimer notre infinie gratitude et notre sincère reconnaissance pour cet appui important à la formation de nos hommes ainsi qu'à l'équipement de notre force. Et d'autre part, vous priez de transmettre aux autorités de votre pays nos remerciements les plus chaleureux. Je puis vous assurer qu'il sera fait le meilleur usage des infrastructures mises à nos dispositions. Pour être efficace dans la réponse aux menaces maritimes, il faudra, selon la chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis, aux administrations, notamment les affaires maritimes, l'aquaculture et la pêche, les douanes, la police nationale, la gendarmerie et la marine, de travailler de concert. La surveillance du plan d'eau maritime de San Pedro se fera désormais avec une veille active de la Marine nationale pour venir à bout de la problématique de la criminalité dans ses diverses articulations, surtout en ce qui concerne la pêche illicite, la veille sur la sécurité alimentaire du pays et la lutte contre la contrebande. Je vous le disais en titre, Kandia Camara est rentrée la semaine dernière du Zimbabwe. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'y est rendue à l'occasion de la 3e journée africaine de l'alimentation scolaire. Une journée qui vise à marquer l'engagement des pays africains dans la promotion des programmes d'alimentation scolaire à base des mets locaux. La 4e édition aura lieu ici en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Park Gassoro-Kone. Renforcer la gouvernance des programmes d'alimentation scolaire pour améliorer la nutrition et l'éducation des enfants. Thème au cœur de la 3e journée africaine de l'alimentation scolaire qui s'est tenue à Harare, la capitale du Zimbabwe. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, conduisait une forte délégation. Cette journée vise à marquer l'engagement des pays africains dans la promotion des programmes d'alimentation scolaire à base de mets locaux. Une stratégie en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. La réforme liée à la politique de ciblage des bénéficiaires nous a permis d'identifier les zones vulnérables prioritaires et de transférer progressivement au gouvernement les cantines qui étaient prises en charge par le PAM. Le renforcement des capacités opérationnelles de 300 conseillers, la formation des directeurs et gérants sur l'utilisation du manuel de menu à base d'aliments locaux et sur les outils de collecte de données. Cette journée qui a permis à la Côte d'Ivoire de partager ses bonnes pratiques dans le domaine de l'alimentation scolaire a vu la participation du vice-président zimbabwéen. Plusieurs recommandations ont été faites à la Côte d'Ivoire. S'approprier les résolutions de la 3e journée africaine de l'alimentation scolaire, préparée avec l'appui de l'Union africaine, du Centre d'excellence de la lutte contre la faim du Brésil et le Programme alimentaire mondial, les termes de référence de la 4e journée africaine de l'alimentation scolaire de 2019 qui doivent être présentés aux partenaires. Présentation des séances en atelier, adoption du communiqué des journées,
Présentation des pays participants et visite de l'école de pisciculture. Des temps forts qui ont également meublé cette 3e journée africaine de l'alimentation scolaire au Zimbabwe. La 4e journée africaine de l'alimentation scolaire, celle de 2019, se tiendra en Côte d'Ivoire. Et ici en Côte d'Ivoire, Raymond Goudo-Kofi a procédé récemment au lancement de la réhabilitation et de l'équipement d'une centaine d'infrastructures sanitaires. Coût total, coût global donc de cette réhabilitation, 13 milliards de francs CFA. Cela dans le cadre du PRSSE, le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques. On en sait plus avec Davis Oyo et Herman Guivet. Koumassi, centre de santé urbain communautaire, Zoé Bruno. C'est ici que la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé les travaux de réhabilitation et d'équipement de 102 infrastructures de santé de 25 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. Des travaux de réhabilitation estimés à 13 milliards de francs CFA. Ces travaux vont consister donc à respecter les normes qui sont précitées dans le système de santé, à faire en sorte que le circuit du patient soit respecté. Tout ceci pour rapprocher les infrastructures sanitaires des populations. Les établissements de santé de premier contact et les hôpitaux généraux sont les principales cibles. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques, PRSE, financé par la Banque mondiale. Nous avons travaillé avec la DIEM. Un bureau d'études a été recruté et est passé dans chaque centre de santé pour des études techniques en vue d'avoir une idée exacte du niveau de dégradation et combien va coûter chaque réhabilitation. Et donc sur la base de ces résultats, nous avons travaillé avec l'ensemble des districts sanitaires pour une prioritisation des besoins. Et donc en regardant les ressources disponibles du projet, nous avons sélectionné 102 centres de santé pour la réhabilitation. La première phase de réhabilitation des infrastructures sanitaires concerne 80 centres de santé, dont 57 centres ruraux, 22 centres urbains et un hôpital général. Place maintenant au cinéma. Nous sommes dans la semaine du cinéma chinois. C'est du 10 au 16 mars prochain et la RTI est au cœur de l'événement. Dès ce samedi et ce pendant 7 jours, vous pourrez suivre sur nos antennes RTI 1 et RTI 2 de grands films chinois avec des acteurs mondialement connus. Une semaine qui marque le 35e anniversaire des relations sino-ivoiriennes. Elle a été lancée ici même à la Maison de la Télévision en présence de Tang Weibin, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Serge Collier. C'est le célèbre acteur, producteur et réalisateur chinois Jackie Chan, spécialiste des arts martiaux, qui annonce dans une vidéo les couleurs de la semaine du cinéma chinois sur les antennes de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Hello everybody, this is Jackie Chan here. 所有的科特迪瓦的朋友们，大家好，我是成龙。得知科特迪瓦电视台 RTI 要和电影频道举办一个中国电影周。Du samedi 10 au vendredi 16 mars prochain, 7 longs métrages, 800 minutes en diffusion et rediffusion pour servir aux téléspectateurs de la RTI, de l'action, du drame, du kung-fu, mais aussi de la romance. Ce sera donc l'occasion pour les téléspectateurs de pouvoir observer la réalité de la Chine moderne, mais également de la Chine plus ancestrale. Je voudrais donc réitérer mes vifs remerciements à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Grâce à cette collaboration, je reste persuadé qu'elle en appellera d'autres pour nous accompagner à aller plus loin dans la mise en œuvre de notre mission. Ces films chinois ont été sélectionnés par la China Movie Channel. Cette semaine du cinéma se veut un pont d'échange culturel à travers lequel Chinois et Ivoiriens se connaîtront davantage. Une de mes missions en tant qu'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, c'est aussi faire connaître les films ivoiriens au public chinois. Donc dans le futur, je voudrais renforcer ma coopération avec la RTI et autres médias ivoiriens pour faire connaître la culture ivoirienne au peuple chinois. Désormais partenaires, la RTI et China Movie Channel vont collaborer étroitement. Cette semaine du cinéma chinois marque le 35e anniversaire de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine.
En 2017, la Chine a produit 970 films. Le pays compte environ 9000 salles de cinéma. Les recettes générées se chiffrent en milliards de dollars. Avec 1,2 milliard de Chinois, le pays se présente comme le premier marché mondial du 7e art. Et c'est également ce samedi que démarre la première période réglementaire pour les ventes soldes, une période qui s'achève le 31 mars prochain et au cours de laquelle les consommateurs pourront faire des achats à coût réduit. Pendant 3 semaines, à compter de ce samedi, les populations feront de bonnes affaires. Le décret a été pris par le gouvernement en mars 2013 pour mettre de l'ordre dans la pratique des soldes sur l'ensemble du territoire national. La période des soldes démarre donc ce samedi. Mais comment les commerçants se sont-ils préparés pour l'occasion et quelles sont les actions menées pour la bonne marche de cette période de soldes? Élément de réponse avec Nadia Idja et Cheikh Kone Aboubakar. Initié en Côte d'Ivoire depuis 2013, les soldes se tiennent du 10 au 31 mars et du 10 au 31 août. J'ai l'habitude d'acheter pendant ces périodes de soldes. Ça nous arrange, nous les consommateurs, parce qu'on va faire de bonnes affaires. Jonathan Haddad est responsable des opérations dans un commerce. Pour lui, les soldes sont l'occasion de booster ses ventes et attirer de nouveaux clients. Nous pratiquons les soldes depuis de nombreuses années. Nous sommes en train déjà de ressortir les stocks sélectionnés pour cette période, préparer les prix, afficher les pourcentages. Donc il y a toute une préparation, une mécanique à mettre en place. Jonathan réalise 20% de son chiffre d'affaires uniquement pendant ces périodes. De quoi susciter son engagement. Un engagement soutenu par l'État qui, de son côté, multiplie les actions de communication et les campagnes de sensibilisation afin de susciter l'engouement autour de ces périodes d'intérêt économique général. L'organisation des ventes soldes n'est pas obligatoire. Nous essayons de communiquer le plus largement possible sur cette période et de mettre en avant les avantages qu'il y a à organiser des soldes à la fois pour les commerçants et pour les consommateurs. Les taux de rabais et les articles proposés pour les soldes sont également à l'appréciation du commerçant. Toutefois, des normes sont à respecter pour ceux qui s'y mettent. Ce sont entre autres un marquage précis avec le prix avant et après solde sur chaque article soldé, une garantie de la qualité des produits soldés et la réalité du prix de référence affiché. Nous amenons des équipes sur le terrain pour vérifier dans les différentes boutiques, dans les différents commerces, pour voir si les ventes soldes sont organisées conformément à la réglementation. Nous pouvons demander aux commerçants de nous fournir ces factures de vente. Ça nous permet de voir à combien ces produits-là étaient vendus avant la période de solde. Donc on peut procéder par comparaison de documents, on peut procéder à une investigation et arriver à découvrir que le prix qu'il a barré là, si ce prix-là est correct ou pas. Ces opérations commerciales offrent les plus gros rabais potentiels car elles sont les seules où l'État autorise les ventes à perte de 10 à 80% de réduction, voire plus. Malgré son caractère bénéfique, cette pratique reste encore peu connue des Ivoiriens. Jeudi dernier, 8 mars, l'on a célébré la Journée internationale des droits de la femme. Et à cette occasion, les femmes de Yopougon, réunies au sein de la Fondation Solidarité, ont décidé de prendre leur destin en main et faire face à la pauvreté grandissante. Elles ont décidé de créer un fonds d'entretien, un fonds d'entraide pour bénéficier de financement auprès des entreprises de microfinance. Le professeur Diawara Adama est conseiller du Premier ministre. Il a décidé d'accompagner la Fondation Solidarité à travers des conseils pratique et surtout une contribution financière. Issa Chonayeo. Lutter contre la pauvreté et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Tel est l'objectif de la fondation dénommée Solidarité. Créée par les associations féminines de Yopougon, cette fondation entend à travers le financement des projets ou d'activités génératrices de revenus contribuer à l'autonomisation des femmes de la commune. Ici, il y a des femmes diminuées, il y a des femmes qui souffrent. Donc, vraiment, nous voulons aider les femmes à s'en sortir. Parce que ici, les femmes prennent les marchandises pour aller se promener sur le soleil. En retour, elles n'ont rien. Ici, tout le monde souffre. Les mamans surtout, elles n'ont pas, d'autres ne sont pas mariées, d'autres n'ont pas de doctorat, d'autres ne savent même pas que faire avec les enfants. Adama Diawara, conseiller du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, par ailleurs parrain de la cérémonie de lancement des activités de la Fondation,
a invité les responsables à faire de la Fondation Solidarité un creuset de réconciliation, c'est-à-dire tourner dos à toute exclusion ethnique, religieuse et politique, conformément au vivre ensemble prôné par le président Alassane Ouattara. Là, il s'agit de créer une association qui va lutter contre la pauvreté. Il n'est pas question de regarder la couleur politique de celle ou de celui qui va adhérer à l'ONG. Que la personne vienne du RDR, du FPI, du PDC, de l'IDPC, etc. Qu'importe, l'essentiel est de se mettre ensemble pour créer quelque chose qui peut tirer tout le monde vers le haut. Le parrain a par la suite indiqué quelques pistes de financement à l'ONG naissante, à savoir les cotisations annuelles, les microcrédits et les dons de bonne volonté. Joignant l'acte à la parole, le conseil du Premier ministre a remis une enveloppe de 500 000 francs CFA à la Fondation pour le démarrage de ses activités. La Journée internationale des droits de la femme a été célébrée partout en Côte d'Ivoire. Différentes activités ont été menées pour faire le point et envisager les actions pour l'autonomisation des femmes de ces localités. Direction donc Port-Boué, Dimbokro et Aboisseau avec notre reporter Eugène Atoubé. En marge de la Journée internationale des femmes, l'ONG MIRT a fait des dons aux mamans et sages-femmes des hôpitaux de la localité de Port-Boué. Ces présents étaient composés de kits pour nouveau-nés en vue de soulager les mères dans leurs efforts. Au total, 8 centres de santé ont reçu la visite du président de l'ONG, Cissé Lassana. Séance tenante, plusieurs ordonnances ont été prises en charge par l'ONG, comme dans cette maternité. La lutte pour l'éducation et la santé des jeunes filles est l'une des missions de l'ONG MIRT. Des femmes à la gendarmerie, des femmes dans l'armée. Ce sont autant de progrès parmi tant d'autres que les femmes de la ville de Noé ont tenu à célébrer en ce 8 mars à l'appel de la Confédération des associations féminines pour l'émergence de la région du Sud Comoé, CAFER. Une mobilisation saluée par le préfet de région Ernest Boni Kofi et la directrice régionale de la femme, Rosalie Tano. Les deux autorités ont exhorté les femmes de Noé à lutter pour leur autonomisation financière, non sans leur signifier le soutien de l'État avec les facilités d'accès au microcrédit, notamment le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. La célébration de la Journée internationale de la femme à Dimbokro, un moment de joie et de bonheur pour les femmes de cette localité, magnifiée par le préfet de la région du Zi, Nguesson Jacques. Elles ont obtenu la promesse d'un fonds de 50 millions de francs CFA pour financer les activités génératrices de revenus. C'est une promesse de la députée Nzi Eliane, dans la droite ligne de l'inclusion financière pour l'autonomisation des femmes en milieu rural. 2 tricycles ont été offerts à 2 fédérations de femmes par Adama Koulibaly, cadre de Dimbokro, pour l'évacuation de leur production vers les zones de commercialisation. Au nom des femmes, le directeur régional représentant le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité dans la région d'Izi, Traoré Sekou, a demandé aux élus, cadres et collectivités locales de se pencher sur la situation de cette frange de la population. Les femmes en milieu rural contribuent à hauteur de 70 à 80% à la production alimentaire nationale, mais vivent encore dans la précarité et la misère. Eugène Atoubé, Issa Yeo et Mahama Traoré ont signé ces reportages. Bonne gouvernance, droits des femmes, leadership, ce sont quelques thèmes abordés dans le cadre de la journée de la femme lors de formations dispensées aux jeunes filles âgées de 18 à 35 ans. L'initiative est de l'association CEFIS, une structure qui œuvre pour la promotion du genre. CEFIS a lancé un programme de mentorat et de leadership qui consiste à sélectionner une vingtaine de jeunes filles en fonction de la pertinence de leur projet. Les lauréates sont formées dans un centre d'incubation pendant 6 semaines sur plusieurs thématiques dont l'art oratoire et l'autonomisation de la femme. Et voilà qui referme le chapitre à Journée internationale des droits de la femme de ce journal. La Fondation Magic System a organisé la première édition de l'Académie de l'adaptation. Elle consiste à sensibiliser les jeunes sur les techniques et mécanismes de lutte contre les changements climatiques. L'activité s'inscrit dans le cadre des activités de l'initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques, mise en œuvre par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Le reportage de Grace Kando. Longue sécheresse, plus rare et répartie inéquitablement sur le territoire, inondations et dégradation des terres sont entre autres les effets néfastes des changements climatiques.
Comment se comporter face à cette question environnementale? Le sujet préoccupe la Fondation Magic System. Elle vient d'initier la première édition de l'Académie de l'adaptation, une session de sensibilisation et de formation à l'intention des jeunes universitaires et porteurs de projets sur les techniques et mécanismes d'adaptation au changement climatique. Le gouvernement ivoirien a bien voulu faire de nous des ambassadeurs. Et je crois que dans cette mission qui nous a été assignée, il était important de nous adresser à la jeunesse partout où nous passions. Cette cérémonie pour l'adaptation aux enjeux contre le réchauffement climatique est la bienvenue. On ne peut pas mener aujourd'hui une lutte sans associer la jeunesse. Et je vois qu'elle a répondu massivement dans toute sa diversité. Et je crois que c'est comme ça que nous pourrons être efficaces face aux enjeux du changement climatique. C'est un réel privilège pour nous, en tant que jeunes leaders, de participer aux décisions qui nous concernent actuellement. Et les effets du changement climatique nous concernent tous. Et donc, il était important pour nous de venir participer et de donner notre voix à cette lutte qui est noble. Parce que nous sommes les héritiers d'aujourd'hui et nous devons penser à nos enfants de demain. L'initiative de la Fondation Magic System bénéficie de l'appui institutionnel des États canadiens et ivoiriens. Nous estimons que c'est un travail d'éducation, de sensibilisation, de mobilisation que le groupe Magic System a décidé d'entreprendre avec ses partenaires. Ce sont nos ambassadeurs et nous avons tenu à être à leur côté pour dire aux jeunes que la question du changement climatique est une affaire qui nous concerne tous et qui nécessite notre mobilisation. Comprendre l'adaptation et entreprendre pour s'adapter aux effets des changements climatiques. Thème retenu pour cette première édition. Rendons-nous maintenant dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où plus de 330 comités villageois de gestion foncière rurale des régions du Cavally et du Guémont viennent de recevoir un appui pour leur fonctionnement. C'était au cours d'une tournée conduite par l'AFOR, l'agence foncière rurale, dans les deux régions concernées. Au cours de la tournée, les populations ont été priées de tout mettre en œuvre pour la réussite de l'opération de délimitation des territoires villageois. La correspondance de F. Boy. C'est la ville de Guiglo, capitale de la région du Cavally, qui a abrité la première étape de la mission d'appui au comité villageois de gestion foncière rurale, CVGFR, des régions du Cavally et du Guémont. Dans la cour de la préfecture, 117 CVGFR venus des départements de Guiglo, Bleu-le-Quin, Taï et Tout-le-Pleu, avant de recevoir les fonds d'appui, ont prêté attention aux messages d'information et de sensibilisation délivrés par les structures étatiques en charge de la mise en œuvre du projet de délimitation des territoires villageois. Puis, la délégation conduite par l'agence foncière rurale AFOR a mis le cap sur Diokwe, la capitale de la région du Guémont. Les mêmes messages de sensibilisation ont été délivrés aux 220 comités villageois de gestion foncière rurale venus de Diokwe, Bangolo, Fakobli et Kubli. Une tournée qui a permis aux membres de ces comités de soumettre leurs différentes préoccupations et de pousser un ouf de soulagement. Le problème d'abord, c'était le problème financier. Souvent, quand nous disons à nos frères de nous aider pour aller faire les délimitages, ils refusent parce qu'il n'y a pas d'argent. Ainsi, aujourd'hui que les bailleurs de fonds sont venus pour nous rassurer. Vraiment, moi, je suis comblé de joie. On a commencé le travail depuis, ça fait presque 1 an. C'est maintenant qu'on vient nous dire qu'il y a quelque chose qui sera donné. Ça allège vraiment le travail, ça va fluidifier vraiment le déroulement du travail. L'agence foncière rurale, qui assure la maîtrise d'œuvre de la politique foncière rurale du pays, se dit satisfaite de la mobilisation de toutes les parties prenantes. Toutes choses pour poser les bases du règlement des conflits fonciers, épine dorsale de la cohésion sociale dans plusieurs régions du pays. L'agence foncière rurale a été créée par le chef de l'État pour désormais coordonner tout projet qui touche à la sécurisation foncière. Donc nous sommes heureux de savoir que ce projet est véritablement suivi par le corps préfectoral sur le terrain et que les chefs des villages et les comités villageois sont vraiment à pied d'œuvre pour que ce soit un succès dans la région du Guémont et du Cavally. Le directeur général de l'AFOR a en outre exhorté l'ensemble de la population et les jeunes en particulier à œuvrer pour la réussite de l'opération. Ce n'est pas un projet
pour lesquels on doit forcément demander aux contribuables français ou européens de payer. Nous aussi, quelque part, notre part de sacrifice serait d'accompagner le processus. C'est vrai que quelquefois l'argent vient en retard, il ne faut pas qu'on bloque le projet parce qu'on n'a pas encore payé. C'est dans l'intérêt de leur village, c'est dans l'intérêt du pays, donc il doit être dans une logique, je dirais, de participation spontanée. La délimitation des territoires villageois intervient dans le programme PARIX, programme d'appui au renforcement de l'inclusion et de la cohésion sociale, financé en partie par la Banque africaine de développement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci.